Tout d'abord, les organisateurs de ces rencontres qui ont eu la gentillesse extrême de m'inviter. Et puis je vous remercie à vous qui êtes là, vous qui êtes venus. Et j'espère donc que nous aurons la possibilité d'avoir quelques échanges concernant des sujets qui nous sont suffisamment intéressants parce qu'ils nous concernent d'une manière ou d'une autre. Les organisateurs de ces rencontres ont voulu placer d'une manière prioritaire dans l'ordre du jour la possibilité d'une réflexion sur ce qui serait l'enseignement à l'école du long, très long martyre des Noirs qui, des siècles durant, ont été des victimes des esclavagistes musulmans, chrétiens et juifs. Bon, il me semble que le sujet, la préoccupation concernant la perspective d'introduire un jour l'histoire de ces événements ou de ces longs martyrs, ou si vous voulez, de ces crimes contre l'humanité, qui a été donc la traite des Noirs et la réduction en esclavage, il me semble particulièrement important en tant que perspective. Et je trouvais qu'il serait souhaitable que nous tenions compte des aspects, au moins de quelques aspects qui sont à présent une espèce d'obstacle, de frein devant la nécessité ou devant les besoins pour nous de rendre ces sujets accessibles au plus grand nombre. Je veux dire par là que, outre les inconvénients financiers qui s'opposent à une telle démarche, il y a aussi, et c'est là que je voudrais revenir parce qu'il me semble qu'ils sont un peu les aspects les plus névralgiques, il y a des raisons idéologiques et culturelles qui se sont toujours opposées à ce que l'histoire de ce qui était la dévastation de l'Afrique et la réduction des Africains à la condition d'esclaves ou de biens meubles deviennent objet d'études. Donc, pour avancer dans ce sujet, je vais prendre les trois groupes qui me semblent avoir eu des responsabilités historiques particulièrement importantes dans ce qui a été le long calvaire des Noirs, le long calvaire des Africains et de leurs descendants. Je commencerai donc pour ce qui a été le rôle des négrières arabo-musulmanes. Et je commencerai par là parce que, bon, sans prétendre faire un récit chronologique, c'est quand même chronologiquement parlant que le désastre, ou que ce qui est devenu le désastre africain, a commencé au tout début du 7e siècle. Donc, la pénétration de l'islam en Afrique apparaît assez tôt liée à la présence des Arabes, bien entendu, et aussi et surtout à l'origine et au développement de ce qui était le commerce d'êtres humains. Il faut dire qu'après avoir occupé militairement la Perse, l'Égypte et la Libye, les Arabes musulmans ont occupé en 642, donc au début du 7e siècle, ils sont militairement agressés ou attaqué la Nubie. La Nubie, où les troupes du roi Kalidoura ont été militairement vaincus. Et une fois que les troupes des rois de la Nubie
a été vaincu par les troupes arabo-musulmanes en tant que victorieux ou vainqueurs militaires, ont pu imposer aux autorités de la Nubie les traités qui leur a permis justement d'obliger les rois de la Nubie à s'engager à livrer 442 esclaves de son royaume qui devaient être exportés en Égypte où les autorités musulmanes avaient installé les sultanats. Il y a eu un traité donc, qui est connu avec le nom de BAC. Avec le traité du BAC, les vainqueurs arabo-musulmans ont réglé les rapports militaires et économiques avec les peuples vaincus pendant 6 siècles. C'est long, hein? Bien. Par la suite, en 666-667, des troupes arabo-musulmanes, à partir de là, sont allées jusqu'au Khorasan. C'est une région qui aujourd'hui appartient et reste près de la Libye, n'est-ce pas? Ils sont parés là de la ville de Yarma, où, une fois qu'ils sont vaincus militairement, les troupes de ces royaumes, ils ont imposé les mêmes traités qu'ils avaient imposés auparavant au roi de la Nubie. Ils ont exigé 360 esclaves qui devaient être livrés tous les années. Donc, moi j'insiste sur ces aspects-là parce que c'est là qui commence à se jalonner justement ce qui deviendrait l'exportation d'esclaves africains exportés vers les pays musulmans. De là, ils ont atteint les pays de Kawar au nord du lac Tchad. Si jamais il y a des Tchadiens ici, ils seront situés, ils sauront de quoi je parle là. Là encore, la force ou l'essor des armes a favorisé les troupes arabo-musulmanes, ce qui a donné comme résultat, et c'est formidable, exactement les mêmes traités qui avaient déjà été imposés aux vaincus antérieurs, a été imposé là aussi, avec l'exigence pour les rois de livrer lui aussi tous les ans, très précisément 360 esclaves qui devaient être exportés en Égypte, d'où ils seraient envoyés dans l'ensemble des pays musulmans qui constituaient ce qui commençait à devenir l'empire musulman ou l'empire arabo-musulman. Bon, il faut préciser que ces rapports qui ont été initialement caractérisés par des agressions militaires n'ont pas toujours été de caractère militaire, parce que dans d'autres cas, surtout lorsque l'autorité avait été déjà installée dans les premiers pays qui avaient été vaincus par les troupes arabo-musulmanes, on a pu passer à une autre forme d'approche, c'est-à-dire une manière plus ou moins pacifique, où ce qui était important, c'était de toucher les autorités de chaque pays, l'aristocratie locale, les rois, les princes, et une fois que celle-là avait été islamisée, bon, l'ensemble de la population, ça suivait. En tout cas, ce qui est, je crois, à retenir là, c'est que des rapprochements militaires ou pacifiques, dans un cas comme dans l'autre, ce qui était problématique, c'est que la pénétration et l'avance de l'islamisation était accompagnée justement par le développement des rapports d'asservissement qui étaient imposés tout au moins à ceux qui étaient choisis pour être expédiés ou exportés vers les pays musulmans. Il faut dire que cette traite noire
qui se développe donc à partir de cette période là-bas en Afrique, elle va se faire non seulement par la partie de la côte orientale de l'Afrique, mais elle se fera aussi par le désert du Sahara. Donc, nous pouvons peut-être tout à l'heure revenir dans d'autres détails concernant l'exportation aussi bien maritime que par le désert du Sahara, mais je voudrais passer rapidement à un aspect qui est très souvent perdu de vue, c'est concernant l'image des Noirs dans la littérature musulmane, parce que tout à l'heure nous verrons aussi un peu ce qu'il y a de l'image des Noirs dans la littérature chrétienne, mais je commencerai par l'image des Noirs dans la littérature musulmane, juste pour rappeler que maintenant, les temps passants, on perd de vue que la construction d'une image négative, et même très négative, des Africains, des Noirs, cela a commencé déjà à l'époque même. Parce que dans la littérature musulmane, très rapidement, la plupart des présentations ou des représentations qu'on fait des Noirs, je dis bien dans la littérature musulmane, déjà au 9e, 8e, 9e, 10e siècle, les Noirs est représenté déjà comme les servants. Il apparaît, si vous regardez des gravures, il apparaît avec un balai, avec des grandes assiettes où il sert. Ça dans des gravures. Et dans la littérature à proprement dit, vous trouverez des définitions fort méprisantes, très péjoratives concernant les Noirs. Et c'est normal, parce que même s'il y avait à l'époque des esclaves européens qui étaient eux aussi exportés vers les pays musulmans, mais là, cela ne fait pas partie de mon sujet maintenant. Après, dans la discussion, si vous voulez revenir, on pourra aborder ce sujet, mais cela ne fait pas partie maintenant de mon discours. Même s'il y avait des femmes européennes et des hommes européens qui étaient en tant qu'esclaves exportés vers les pays musulmans, la situation là-bas dans les pays musulmans, la situation des Noirs en tant qu'esclaves était tout de même assez inférieure par rapport à la situation de celles qui auraient été les frères d'infortune. Ce qui est terrible là, dans la véhiculation de cette image si négative des Noirs dans la littérature musulmane, c'est que très rapidement, des Africains et même, surtout parmi les plus cultivés, des Africains écrivains, poètes, ils sont plus ou moins adhérés. À cette image négative que la littérature musulmane projetait d'eux. Et cela ressort dans le discours de certains écrivains africains au 8e, 9e siècle, où ils parlent concernant cette discrimination dont ils se sont les victimes, mais ils essayent de faire comprendre qu'ils sont très très profondément musulmans, ils sont très très pieux, et donc ils devraient être regardés avec les mêmes égards que les Arabes, dans la mesure où ils sont aussi pieux que n'importe quel musulman arabe. Ce qui prouve, ce qui montre qu'il y a quand même une adhésion à cette image assez négative. Bon, je vais citer, pour vous donner une illustration qu'elle vaut ce qu'elle vaut, une affirmation qui avait été faite par un théologien musulman à peu près au Xe siècle. Regardez, ou écoutez plutôt.
le théologien islamique Ibn Hassan, qui a vécu entre 994 et 1064, il affirmait, je cite, Dieu a décrété que les plus dévots et les plus nobles, même si c'est un bâtard de négresse. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein? Donc, bon, et pour compléter la chose, je vous citerai une autre affirmation qui date de quelqu'un, Ibn Majah, qui a vécu au 9e siècle. Il disait, merci, n'épousez pas des femmes pour leur beauté, qui peut les détruire, ni pour leur argent, qui peut les corrompre, mais pour leur religion. Une esclave noire, honnête, fondue, est préférable si elle est pieuse. Donc, vous voyez, la capacité d'être très pieux, d'être vraiment dévot, d'être vraiment pratiquant, cela pouvait compenser donc la laideur qui était attachée, qui était inévitablement associée à la noirceur. Ça, c'était au Xe siècle. Bon, je pourrais continuer là, mais je peux aussi m'arrêter là pour passer à une autre chose, mais je voulais quand même vous rappeler ces quelques affirmations pour que nous prenions le décor de ce qui a été les circonstances historiques dans lesquelles une image négative des Noirs a commencé à être véhiculée. Alors je passerai là à mentionner les rôles des négrières européennes chrétiennes. Là, on passe à la pénétration du christianisme en Afrique. Bon, avant de m'avancer dans ce qui était la pénétration du christianisme en Afrique, je voudrais préciser au moins une chose. C'est qu'au XVe siècle, lorsque les Européens abordent les côtes africaines, ça faisait déjà combien, 8 siècles environ, que l'Afrique avait été transformée en réservoir, en approvisionnant d'esclaves vers les pays musulmans. D'accord, ça faisait environ 8 siècles. Cependant, et cela est très important de le garder à l'esprit, malgré cette ponction faite par les esclavagistes ou les négrières arabo-musulmanes, cela n'était pas une activité économique fondamentale en Afrique. Cela n'était jamais devenu ni la principale ni la plus importante activité économique. Cette ponction restait, si je peux dire, une activité économique secondaire, quasiment marginale, dans un ensemble commercial très vaste. Parce qu'il faut savoir que l'Afrique avait connu quand même un essor démographique et un développement humain et matériel. Un développement humain qui avait atteint des niveaux qui, à la même époque, je peux me situer au XVe siècle, par exemple, ou disons avant le XVIe siècle, un niveau de bien-être humain qui n'avait pas été à l'époque encore atteint par l'Europe. Donc cela est important. est important de le savoir, il est important de savoir pourquoi cela était possible. Si cela était possible, c'est parce que justement la traite qui était pratiquée jusqu'alors
il était demeuré une activité plutôt artisanale, ce qui n'enlève rien à ce que les calamiteux élevaient pour ceux qui en étaient les victimes et qui étaient en tant qu'esclaves exportés vers les pays musulmans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les razzias qu'il fallait faire pour capturer, pour apprendre les hommes qui après on envoyait ou qui ont exporté vers les pays musulmans, ces razzias n'étaient pas aussi fréquentes pour mettre en danger le développement démographique du continent africain et le développement de son économie et donc le développement du tissu socio-culturel et en conséquence le développement du niveau de bien-être tout relatif, mais bien-être humain tout de même atteint par l'Afrique. Donc il me semble qu'il est important, une fois que nous abordons l'arrivée des esclavagistes chrétiens européens en Afrique, il faut que nous tenions compte de cela. Donc, les premières attaques d'une portée vraiment dévastatrice pour l'Afrique ont été faites par les Portugais. Et les Portugais, parce qu'au milieu du XVe siècle, c'était eux qui étaient à l'avant-garde du développement des techniques maritimes. Donc, ce sont les Portugais qui sont arrivés là-bas à peu près en 1450 à peu près. Bon, je passerai assez rapidement sur les détails, mais toujours est-il que le roi du Congo, qui était un royaume particulièrement florissant, c'était un royaume très très riche, le roi de ce royaume, Zinga Kugwa, appelé le Mani-Congo, qui voulait dire le roi des rois, vraiment l'empereur. Il a été converti au christianisme. Et puis, par la suite, il a été remplacé par son successeur qui s'est fait baptiser, qui a été donc converti au christianisme, qui a été baptisé sous le nom de Don Alfonso. Don Alfonso, lui, il a été intronisé Mani-Congo en 1506. Mais le malheur, non seulement pour le Congo et les Congolais, mais pour l'Afrique probablement tout entière, c'est que Don Alfonso, suivant la tradition hospitalière de l'Afrique, vous voyez, parfois, d'être très hospitalière peut avoir des conséquences particulièrement désastreuses. Suivant la tradition hospitalière de l'Afrique, il a ouvert grand les portes à ses frères chrétiens. Mais le malheur, c'est que ces frères chrétiens, c'est-à-dire les Portugais, comme l'ensemble d'Européens au XVe siècle, ils s'étaient habitués au commerce d'esclaves. Parce que, bon, le problème, c'est que, là, je ne voudrais pas trop déborder, le problème, c'est qu'au moment où les Portugais arrivent là-bas en Afrique, c'est-à-dire au milieu du XVe siècle, l'Europe était un continent où le commerce d'esclaves, en réalité, n'avait pas disparu encore, contrairement à ce qu'on nous a fait croire. Parce que, comme on disait tout à l'heure ici, le frère qui m'a précédé, on nous a fait croire beaucoup de choses. Et parmi les choses qu'on nous a fait croire, on nous a fait croire que l'esclavage en Europe a été une question de l'Antiquité. Mais à la fin de l'Antiquité, et depuis, l'esclavage n'existait plus, il en était passé au sauvage, et donc bon, on ne pratiquait plus l'esclavage. Or, une étude un petit peu plus sérieuse, plus rigoureuse et approfondie de la chose nous permet de savoir qu'en fait, l'esclavage, et en tout cas les commerces d'esclaves européens, je dis bien les commerces d'esclaves européens en Europe, ils n'avaient jamais disparu, si bien que au 7e, 8e, 9e, 13e siècle, des commerçants européens vendaient d'autres Européens à des commerçants juifs qui achetaient ces esclaves européens et qui les acheminaient dans les marchés musulmans
d'où ils étaient expédiés aux différents pays de l'Empire musulman. Donc les Européens étaient des gens habitués à acheter et à vendre des êtres humains et à pratiquer le commerce d'êtres humains, si bien que quand ils sont arrivés en Afrique et qu'ils se sont installés au Congo, tout naturellement, ils ont utilisé les avantages qu'ils avaient d'un point de vue militaire pour étendre le commerce d'êtres humains et à partir de là, exporter des Africains vers les territoires qu'ils avaient commencé à contrôler, comme par exemple l'île de Madère, qui se trouve en Méditerranée, avant de les exporter carrément vers les territoires d'Amérique, dans ce qu'aujourd'hui est le Brésil. Bien. Mais, se demandera-t-on, devant cette situation, quelle a été l'attitude des Africains? Parce que là, nous sommes au XVe siècle et au XVIe siècle, n'est-ce pas? Eh bien, il y a eu des résistances africaines dont nous ne connaissons pas tous les données. En tout cas, moi, je ne les connais pas complètement parce qu'après tout, je ne suis pas historienne. Hein? Ce n'est pas parce que je vous parle ici de ce que je sais et de ce que je connais que je serai une historienne spécialisée dans cette affaire. Donc, il y a eu des résistances. Certainement, ce n'est pas parce que je ne les connais pas ou parce que vous ne les connaissez pas qu'ils n'ont pas existé. Mais cela veut dire donc qu'il nous faut approfondir davantage et connaître au moins l'histoire des résistances qui ont été opposées fondamentalement aux Portugais qui ont été les premiers agresseurs de l'Afrique. En tout cas, moi je peux vous mentionner quand même, voilà, quelques aspects de la résistance qui ont opposé les Africains, que soit dit en passant, ne connaissaient pas les armes à feu. Parce qu'au XVe siècle, les armes à feu, il n'y avait que les Européens qui les connaissaient et qui les maîtrisaient, même s'ils n'étaient pas aussi développés qu'ils le sont aujourd'hui. Hein. Parce que je vous disais tout à l'heure que l'Afrique avait réussi à atteindre un niveau de bien-être humain tout relatif, mais supérieur à ce que l'Europe n'avait pas encore atteint. En revanche, ce que je ne vous avais pas dit, c'est que même si l'Europe n'avait pas été capable de développer un petit peu soit-il de bien-être humain, elle aurait quand même été capable de développer une capacité meurtrière qui est associée à la création des armes à feu et au développement de celles-là. Ce qui nous permet donc d'imaginer ce qui a pu être la résistance de ces Africains qui ne possédaient pas des armes à feu vis-à-vis un ennemi qui était bien pourvu d'armes à feu et de canons. Alors, je citerai ici un passage pour illustrer un petit peu ce qui a pu être cette résistance. Je mentionnerai un passage d'une chercheuse que probablement quelques-uns parmi vous doivent connaître, et ça serait dommage si personne ne le connaît ici. C'est Louise Marie Diop Maes, l'auteur d'un ouvrage scientifique que je recommande très chaudement et très vivement à tous ceux qui voudraient connaître d'une manière plus sérieuse ce qui a été l'histoire de l'Afrique et l'évolution de l'Afrique au moins jusqu'au XVIe et XVIIe siècle. Dans cet ouvrage qui s'appelle Afrique noire, démographie, sol et histoire, Madame Diop Maes, elle fait une citation, je vous la lis au passage. Concernant les attaques portugaises et la résistance des Africains donc vis-à-vis cet ennemi particulièrement sauvage, d'une barbarie et d'une violence complètement inouïe dans cette contrée jusqu'alors. Après avoir pillé des navires aux abords de Zanzibar en 1103, les Portugais attaquent Kilwa en 1500 et commencent à construire un fort. La même année, ils menacent Mombasa qui résiste.
Aidés par des alliés africains, les habitants de Mombasa se battent contre les Portugais dans les ruelles de la ville jusqu'au palais du roi. Ayant pris d'assaut le palais, les Portugais forcent le roi à se rendre. Et ça, c'est une défaite très puissante. La ville fut alors mise à sac et incendiée. Plus au nord, Barawa subit le même sort. En 1528, Mombasa était de nouveau attaqué. Après 4 mois d'occupation, les Portugais rassèrent la ville. Mais 40 années plus tard, en 1569, Mombasa s'était répétée. Vers 1586, la ville fut à nouveau rasée et la tête du roi emmenée et exhibée à Goa, en Inde, où se trouvait le lieu de résidence principal du représentant du roi de Portugal dans l'océan Indien. Vous savez, je crois que ce sont des faits que nous gagnerions à mieux connaître et à maîtriser dans la mesure du possible. Parce que c'est la connaissance de ces événements qui va nous permettre de mieux comprendre ce qu'un siècle et demi plus tard, au XVIIIe siècle, était devenu l'Afrique. Bon. Continuant, soumise à la guerre des canons par Vasco de Gama, lors de son second voyage en 1503, elle fut pillée et occupée par Almeida, un autre conquérant portugais. Pour l'empire de Mutapa, les choses n'allaient pas mieux. Le long processus de fragmentation commença en 1629, quand les Portugais vainquirent le roi de Mutapa. Entre 1569 et 1575, les Portugais attaquèrent l'arrière-pays de Sofala, c'est-à-dire l'est des royaumes d'Uther et de Magic. Et après plusieurs batailles, en 1573, les Portugais ont réussi à imposer à ces peuples les traités selon lesquels ils avaient le droit, à partir désormais, ils auraient le droit d'exploiter toutes les richesses naturelles, de mercure, de cobre, de cuivre, tous les gisements miniers, et aussi de s'approvisionner en homme. Moi, j'insiste sur cela parce que quand on nous parle de l'Afrique au XVIIIe siècle, on nous parle comme si cette histoire avait commencé là. Et l'Afrique qu'on nous montre au XVIIIe siècle, cette Afrique misérable, appauvrie, corrompue, etc., avec l'Afrique de toujours. Eh bien, en amont, il se sont passées des choses que vous et moi, nous ne connaissons pas, mais que nous devrions connaître. Bien. Donc, la progression du christianisme a représenté, comme vous voyez, ce qu'elle a été. La caractérisation d'une sauvagerie et d'une violence jusqu'alors vraiment inconnue dans cette contrée africaine. Donc, avec la progression des chrétiens, avec la progression du christianisme et de la christianisation, nous allons passer à l'industrialisation de la traite des Noirs. C'est là que la traite des Noirs va devenir massive et industrielle. Et ce qui auparavant était une ponction avec les musulmans arabes, ce qui était des razzias qui avaient lieu parfois une fois l'année, va devenir donc d'un stade tout à fait artisanal, va devenir industriel. Cependant, en 1662, alors que les Portugais, vous le voyez, ils ont déjà commencé à asseoir leur domination dans de nombreuses régions de l'Afrique,
en 1662, Antonio Ier accède à la royauté. Il devient le Manicongo du royaume du Congo, ou tout au moins de la partie qui n'était pas encore sous contrôle des Portugais. Lorsqu'Antonio Ier arrive à la tête du royaume, il fait des choses qui me semblent très importantes qu'elles soient connues, et je pense qu'il est très important qu'il soit connu parce que quand je l'ai connu, il ne fait pas si longtemps que ça, j'étais suffisamment bouleversée de découvrir que le colonial ne se limitait pas à l'utilisation des armes et des canons. Cela est indispensable dans un premier temps. D'abord, pour imposer la terreur, pour exterminer ce qu'il faut exterminer, pour massacrer ce qu'il faut massacrer, pour aspirer la terreur qu'il faut aspirer, mais ensuite, il faut quand même passer à un stade bien plus subtil que la terreur brute dans sa brutalité entière. Donc la domination coloniale a des problématiques. Ceci, c'est qu'à la fin de la domination coloniale, lorsque les colons ou les colonisateurs sont partis avec leurs armes, les tanks, les baïonnettes et tout ce qui les accompagne, ils n'ont pas emmené avec eux toute l'intoxication dont le colonisé a été le récepteur pendant toute la durée de sa domination coloniale. C'est que l'aliénation qui est nécessaire, elle est consubstantielle à la domination coloniale, parce que sachez une chose, de la même manière que la domination coloniale est impensable, il est impossible, sans la violence, sans la sauvagerie, sans la barbarie qui la caractérise, de cette même manière, elle ne peut pas se soutenir, elle ne peut pas se maintenir sans faire recours à l'aliénation, c'est-à-dire au rôle joué pour les religions. On parle des religions, que ce soit l'islam, pour ceux qui ont été islamisés, que ce soit le christianisme, pour ceux qui ont été christianisés. C'est donc le rôle néfaste des religions. La religion en soi-même, elle pourrait même ne pas être mauvaise, je ne sais pas. Mais ce qui me préoccupe, c'est son instrumentalisation, son utilisation. Donc, il y a déjà ça, la religion. Ensuite, il y a toute la production littéraire, toute la production savante, toute la production scientifique. Parce que c'est que rien n'est isolé, tout est lié. Il y a un enchevêtrement. Celui qui a le pouvoir de dominer, celui qui a le pouvoir de se faire obéir, celui qui impose sa langue, il impose son univers aussi, il impose sa façon de voir le monde, il impose sa façon de penser, la perception de ce qui nous entoure. Donc nous, en fin de compte, aussi libérés que nous croyons être devenus, nous restons prisonnières de chaînes beaucoup plus insidieuses et plus dévastatrices, parce que justement plus subtiles. Et rien de pire, vraiment, il n'y a pas de pire esclavage que celui qui permet à l'esclave de se croire libre, alors que lui, il reste prisonnière. Et cet esclavage est vraiment le pire, parce que c'est juste l'esclavage qui fait de l'esclave quelqu'un qui tient ses chaînes. Des chaînes qui ne sont pas visibles apparemment, mais qui sont ô combien dévastatrices. Donc la perception du capitalisme, mes chers amis, comme la perception que nous avons de nous-mêmes, elle est déterminée justement par l'idéologie dominante. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien d'étonnant à ce que, aussi longtemps que nous n'ayons pas brisé les carcans de l'aliénation, ou que nous n'ayons même pas commencé à les briser, nous continuons à reproduire nous-mêmes, à reproduire et à véhiculer des perceptions qui sont complètement contraires à ce qui nous convient. Ça pour ce qui est la perception du capitalisme. Ensuite, il y a le problème de la langue. Vous savez, c'est un problème terriblement tragique. C'est, pour moi, et je crois qu'il n'y a pas que moi, puisque le fait que cela a été abordé là montre que c'est quelque chose
c'est quelque chose qui nous frappe, et qui nous frappe très très profondément. C'est que nous avons été dépossédés, non seulement de nos corps, dans plusieurs siècles, n'est-ce pas? Mais nous avons été dépossédés aussi de notre histoire. Et même pas seulement de notre histoire, mais aussi des moyens de la raconter. Et parmi les moyens de raconter cette histoire se trouve la langue. Nous avons été dépossédés même de notre propre langue. Donc, vous voyez, aussi libérés que nous soyons de la domination coloniale, nous restons prisonnières justement de cette problématique qui fait que assumer la culture du colonisateur, ce n'est pas seulement assumer sa culture et assumer sa langue, c'est assumer tout son univers, c'est assumer tout son monde. Il est là que les colonisés soient en général des malades qui passent leur vie à régner ce qui leur appartient. Parce que c'est ce qu'on nous a appris. C'est qu'on nous a appris à nous, c'est que nous véhiculons, malgré nous, à notre insu. Donc, la question de la langue est tellement importante que vous voyez une chose, en Afrique, les pays africains qui ont été décolonisés à partir de 1960, par exemple, aujourd'hui, 50 ans après, l'administration dans ces pays, dites-moi quel est le pays d'Afrique, parce que moi je ne connais pas, j'ai eu très peu d'occasion d'aller dans des pays d'Afrique, mais les quelques pays d'Afrique où j'ai été invité et où je suis allé, j'ai remarqué que toute l'administration publique se fait dans la langue de l'ancien colonisateur, que les écoles publiques ou privées se font dans la langue de l'ancien colonisateur. Et bien je vais vous dire une chose, aussi longtemps que dans ces pays d'Afrique, on continue à vivre administrativement, académiquement et intellectuellement dans la langue du colonisateur, il n'y a pas de possibilité de vrai développement de ce pays. On nous raconte une le développement n'est pas possible. Parce que vous savez, tous ces pays qui se sont développés, ils l'ont fait dans leur propre langue. Et je vous assure que si un pays, prenons la France, un pays où j'habite depuis maintenant quelques années, prenons la France, un pays très développé, un pays très ceci, cela. Imaginez-vous qu'en France, l'école, à partir de maintenant, depuis 40 ans, l'école, ça se faisait en japonais. Et l'administration, tout se passait en japonais. Qu'est-ce que croyez-vous que serait devenu ce pays? Il pas seulement que la France, n'importe quel pays auquel on impose des écoles, figurez-vous, les enfants des pays africains qui vont à l'école, jusqu'au moment où ils vont à l'école, très souvent, sauf ceux qui appartiennent à la petite élite, ils ne parlaient pas la langue du colonisateur. Ils parlaient les langues maternelles ou maternes, les langues locales. Mais quand il arrive à l'âge de 6 ou 7 ans à l'école, il doit apprendre à lire et à compter dans une langue qu'il ne connaît pas. Vous vous rendez compte de l'handicap avec lequel cet enfant il parle déjà? Eh bien, je suis désolé, mais l'Afrique, je vous le répète, aussi longtemps que toute son administration et toute son éducation se fasse dans la langue du colonisateur, c'est vraiment fichu. Et c'est pourquoi je rends hommage ici au travail de Mme Louise-Marie Diop-Maes, qui est une pionnière qui se bat bec et ongle. Il a maintenant 84 ans et elle continue à se battre avec tout ce ongles et tout ce temps pour qu'il y ait au moins au Sénégal, dans l'espoir qu'à partir de là, on puisse faire avancer cela dans d'autres pays d'Afrique, il puisse s'instaurer un enseignement de l'école, à l'école et au collège, en bilingue, en la langue du colonisateur, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire disparaître la langue du colonisateur. Après tout, plus de langues on puisse maîtriser, tant mieux. Mais le drame, c'est que la langue du colonisateur devient de la seule langue parlable, la ludique qui mérite d'être étudiée et parlée. Donc, bon, je ne vais pas maintenant faire une conférence concernant cela, mais je vous dis ce que je pense concernant la question de la langue. Et là, je reviens alors à la première question, qui était quelle forme de réparation? Eh bien, pour ce qui est de réparation, moi, je ne suis pas un prophète. Donc, je ne peux pas dire comment ça devrait se passer, parce qu'il me semble que ce sont les différents peuples concernés par les réparations qu'en fonction de leurs propres besoins, de leur propre perception des choses et dans
les propres organisations et à leur rythme et en fonction surtout de leurs exigences, de leurs particularités, de leurs caractéristiques, pourront trouver les meilleurs moyens de réparation. Mais je peux dire déjà pour commencer que justement, une manière de réparation, parce qu'il y a plusieurs formes de réparation, il n'y a pas que des réparations symboliques. Moi, je n'ai rien à faire finalement avec des réparations symboliques, mais s'il y a des gens qui sont attachés à des réparations symboliques, pourquoi pas? Parce que dans un processus de réparation intégrale, il peut y avoir une place aussi pour les réparations symboliques, mais je vous parlerai de réparations financières, de réparations économiques, matérielles, de réparations justement culturelles, de réparations idéologiques, parce qu'on m'a dit plusieurs fois qu'on ne peut pas réparer la souffrance. Il a dit que c'est vrai, on ne peut pas réparer la souffrance. Les longs martyrs, les longs calvaires, pendant plusieurs siècles, de ceux qui ont été réduits en esclavage et victimes de la traite, et bien ça c'est irréparable. Mais il y a des choses qui sont réparables. Hein. Par exemple, pour ceux qui sont les Africains qui ont été déportés en Amérique, pendant plusieurs siècles, on les a fait produire des richesses dont ils n'ont jamais bénéficié. Ils devaient travailler du matin au soir en produisant des richesses. Et bien vous savez, maintenant, à l'aide de l'informatique, avec les ordinateurs, on peut très bien calculer, les économistes savent très bien le faire, hein, on peut très bien calculer combien de millions d'heures de travail ont eu lieu. Hein, et voilà, là nous pouvons faire des comptes. Au moins, tout le travail, on a commencé. Ça, je suis allé à Guadeloupe. Guadeloupe est une colonie de la France, comme la Martinique, comme la Guyane. J'étais invité à Guadeloupe. Et bien, j'ai découvert une chose qui m'a beaucoup encouragé. Tout en étant une colonie encore, hein, la Guadeloupe n'est toujours pas indépendante, elle demeure une colonie. Les syndicats des travailleurs de Guadeloupe, l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe, qui réunit, qui rassemble la plupart des travailleurs de la Guadeloupe, savez-vous quelle revendication elle a réussi à avoir au Lomand? C'est que dans les procès, dans les procédures, devant les tribunaux, quand il faut passer au prud'homme, ou dans des procès où les travailleurs est confronté à son employeur, eh ben, il n'est pas question qu'il s'exprime en français, que c'est une langue qu'il ne maîtrise vraiment pas. Hein. Il s'exprime en créole. Il sait à l'État de payer le traducteur qui va traduire. Parce que lui, devant son employeur qui maîtrise très bien le français, lui, il est déjà complètement en difficulté. Il est complètement désavantagé. Et bien, les Guyanais, pardon, les Guadeloupéens, au moins certains syndicats, ils ont compris le rôle important de la langue. Et c'est pourquoi, malgré le fait que la Guadeloupe demeure une colonie encore, ils ont quand même réussi à imposer ce que les pays africains qui se sont indépendants, qui sont devenus, qui ont accédé à l'indépendance, apparemment n'ont pas encore réussi à obtenir. Ils savent que dans les tribunaux, les conflits soient étudiés, ventilés, résolus dans la langue locale et pas dans la langue du colonisateur. Donc, c'est pour dire à celui qui a posé la question de langue à quel point et de réparation, à quel point je suis sensible à cette situation, et je crois que commencer à revendiquer les droits de s'exprimer dans sa langue et que des écoles soient ouvertes là-bas dans des pays africains dans des langues locales avec des manuels de support dans la langue locale, c'est déjà une forme de réparation. Et donc, il y aura, au fur et à mesure que nous avançons, il y aura sûrement d'autres groupes qui vont poser la question de comment ils peuvent faire les réparations. Mais je pense que ce n'est pas quelques-uns dans un comité restreint qui vont décréter comment ça doit se faire. Ok, merci beaucoup.